Parce que pour moi, le conteur, il est semblable à un forgeron. C'est un exercice difficile pour toi, comme ça, on se connaît à peine, de me parler de ton expérience, de ton univers, devant une caméra. Il y a la caméra entre nous deux. Non, non, c'est pas un exercice difficile. Non, je pense que déjà nous avons choisi un métier et qui nous amène vers l'autre, nous avons choisi le partage. Nous avons choisi, en choisissant le conte, on a choisi le partage, la générosité. Je pense qu'il est lié à nous. Il est lié à nous. On est appelé à partager notre vécu, notre expérience. Parce qu'en échangeant comme ça avec toi, je répare avec beaucoup de choses aussi. Tu as posé des questions. Mais des questions que tu poses me permettent de retourner dans mon univers et de répondre. Et quand je réponds à ces questions-là, je me remémore déjà mon enfance, mon univers, mon quotidien, eh bien ça me permet aussi de vivre. On a besoin de la parole pour vivre, je crois, en tant que conteur. Et même en tant qu'humain, on a besoin de cette parole-là pour vivre. La parole, elle est multiforme, elle peut ne pas être seulement langagière, elle peut venir sous plusieurs formes. Mais on a besoin de la parole pour vivre. Et donc oui, échanger, ça a été toujours pour moi un grand moment. Un moment de plaisir, un moment de partage. Parce que j'ai dit tantôt que la porte qui s'ouvre reçoit. Et bien j'en reçois beaucoup de choses. Et ne serait-ce qu'en te regardant, en écoutant la façon dont tu as de formuler les questions. Parce que je n'aurais pas formulé forcément les questions de la même manière. Et donc voilà, je m'enrichis à ta rencontre, et aussi à la rencontre de la caméra. Parce que voilà, il faut une certaine posture, il faut un certain maintien face à elle. Donc, forcément, on se nourrit de tout ce qui nous entoure. Y a-t-il un conte avec lequel tu as vécu quelque chose de plus que juste je l'aime, je le raconte, et puis je l'adapte en fonction du public et de l'interaction, mais quelque chose qui t'a fait vivre une expérience? Forcément. Oui, il y a un conte que je raconte, un conte de l'amitié entre deux mondes différents, entre un prince et un fils de tisserand. Et bien, ce conte-là m'habite tellement et ce conte m'a fait vivre, oui. Ou alors je me suis retrouvé dans ce conte-là et ce conte-là m'est collé à la peau. Et ce conte-là qui raconte l'amitié, je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec, oui, un ami. Et moi, quand j'étais adolescent, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté ma famille pour vivre avec cet ami-là, pour vivre chez lui avec sa famille. Et sa famille m'a adopté, sa famille... il y en a qui pensaient d'ailleurs que je faisais partie de cette famille-là. Il y en a qui ont pensé que je faisais partie de cette famille-là. Donc, on a fait toute l'adolescence ensemble et un jour, alors il est parti, il a quitté cette maison, il est allé dans une autre ville. Et moi, j'étais obligé de retourner dans ma famille naturelle, biologique. Mais on a toujours gardé ce lien. Et lui, quand il revient pendant les vacances, quand il revient au Togo, eh bien, au lieu de vivre dans sa famille, il vient vivre dans ma famille. Et donc, ce conte-là, quand je l'ai découvert, c'était comme si je retournais dans ce monde-là, à cette époque-là, où notre amitié était tellement solide qu'on ne savait plus exactement si on était amis ou frères. Et donc, ce conte, je l'ai vécu. Et pour moi, c'est très important de vivre un conte jusqu'à ce point. C'est important de me rappeler, de savoir que oui, je viens de ce monde-là. Et donc ce conte, j'ai toujours plaisir de le raconter, pas parce que je l'aime forcément, pas seulement parce que je l'aime, mais parce qu'il me parle, il me dit quelque chose.
et cette chose, et quand je raconte ce conte, c'est comme si j'avais envie de raconter notre histoire, l'histoire que j'ai vécue avec cet ami-là. Sans nommer, sans nous nommer, mais je pense fondamentalement que quand je dis cette histoire-là, je parle plutôt de nous, je parle de moi, que du personnage de ce conte-là. Oui. Alors, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais par rapport au conte? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Ben, peut-être que j'aimerais qu'il se passe plus d'humanité. C'est vrai que nous ne sommes pas... Le conteur, il n'est pas là pour forcément donner des leçons et tout. Mais moi, je pense que nous apportons de l'humanité. Nous apportons de l'humanité dans le cœur qui nous regarde. Parce que je pense que le regard des yeux, il n'est pas aussi profond que le regard là du cœur. Nous apportons de l'humanité et nous prenons aussi de l'humanité. Parce que quand nous racontons des histoires et que nous sentons que nous avons apporté quelque chose à celui-là qui nous écoute, ben, nous aurons vécu, notre vécu est donc utile, a été utile. Parce que je pense que chaque métier s'interroge quelquefois. Il se dit, mais est-ce que je suis utile à l'autre? Est-ce que ce métier que j'exerce est utile à l'humanité? Ou alors est-ce que c'est juste un métier qui ne correspond à rien? Voilà, et donc moi je pense que la question que le conteur doit justement se poser aussi est celle-là. Est-ce que je suis utile à la société? Est-ce que je suis utile? Et oui, moi je pense que nous sommes utiles à la société. Nous apportons de l'humanité, nous apportons de la tendresse dans les cœurs. Le temps d'un conte, nous faisons quand même voyager un public et nous voyageons avec ce public-là. Oui, alors si j'ai une baguette magique, si je dois changer quelque chose, eh bien elle sera celle-là, installer l'humanité dans le cœur du conteur et celui qui écoute le conteur. Banigba se uga ke voa novia gamada foni bleula. Anigba se uga ke voa novia gamada foni bleulo. Anigba se uga ke voa gamada foni bleu. Quelles sont les différences entre le public français et le public dont tu as l'habitude au Togo? Oui. Alors, la différence est énorme. Hein? Nous avons un public, plutôt au Togo, en Afrique en général, un public très très interactif. Un public qui généralement connaît aussi tous les contes que nous racontons. Et alors ça fait que quand tu racontes ton histoire, déjà le public participe. Du début déjà de ton histoire, le public est là. S'il y a une chanson, parce que nos contes souvent sont liés à il y a toujours des chansons, pas forcément toujours, mais très souvent il y a des chansons. Alors, dès que tu entends cette chanson-là qui est dans ton conte, eh bien c'est le public qui reprend, et tout le public reprend, et bien tu laisses ce public-là aussi voilà, chanter comme il veut jusqu'à la fin, et après tu reprends ta parole. Donc, le public est très interactif, et d'ailleurs c'est comme ça que nous avons même découvert même le cinéma. Quand le cinéma était arrivé en Afrique, dans les salles de cinéma en Afrique, c'était autre chose que dans les salles ici. On prend parti, comme toujours, pour le bon ou pour la brute, et dans la salle tu entends « ouais, Fafa pleure ». Et donc, voilà, et donc c'est dans les spectacles de contes, le public, il est interactif, qu'il connaisse ou pas. Eh bien, il est avec le conteur, il interpelle même le conteur quelquefois. Alors, eh ben, comment ça s'est passé? Mais non, mais ça ne devait pas être comme ça. Et donc, il participe. Alors qu'ici, la première fois, quand moi j'étais arrivé ici, eh bien, je me suis demandé en plein spectacle, je me suis demandé, est-ce que ça passe ce que je raconte là? Est-ce que les gens comprennent ce que j'ai dit? Parce que le public, c'était comme s'ils étaient à l'église. Le public était comme ça, on me regardait. Ben, à la fin, ils ont applaudi. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est des applaudissements par principe, on applaudit à la fin d'un spectacle, ou est-ce qu'ils ont vraiment aimé? Et donc, voilà un peu la différence entre le public chez moi et le public ici en France. Ici, on regarde, on suit le conteur,
Et à la fin, on dit, oh, c'était beau et tout. Chez moi, pour que tu saches que c'était bien, eh bien, il faudrait que le public soit avec toi, que le public t'interpelle, réponde à un personnage qui parle à un autre personnage, le public peut répondre à la place du personnage, selon qu'il prend parti à gauche ou à droite. Et donc, du coup, quand tu racontes ici, tu aurais envie des fois de demander notre réaction, notre accord ou notre désaccord. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à s'adapter. On a tendance à s'adapter, on dit bon, ici c'est comme ça que ça se fait, alors nous allons le faire comme ça. Mais moi, quelquefois, je me dis non, je peux m'adapter, mais pas tout à fait. Je peux pas, le tronc d'arbre peut rester dans l'eau 1000 ans, mais il ne devient jamais caïman. Et donc, oui, je m'adapte, mais en même temps, j'ai envie, oui, de demander au public d'être avec moi comme ça se fait chez moi. Parce que je me dis que le conteur, quand il voyage, il apporte sa culture, il porte des valeurs. Et donc, il ne vient pas se fondre dans la culture de l'autre. Sinon, ben, la rencontre n'aura plus de sens. Et donc, c'est des rencontres, c'est un rendez-vous de partage, de recevoir. Et donc, quand tu arrives, eh bien, tu apportes ta culture. Et comment ça se fait chez toi? Le public aussi a envie de savoir cela. Mais si tu ne proposes rien, ben, le public qui ne sait jamais comment ça se passe chez toi, croit que c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu n'as pas vraiment apporté grand-chose. Donc, pour moi, le conteur, il partage sa culture, ses valeurs, comment ça se fait chez lui. Et voilà, et là, c'est ce que moi j'appelle vraiment une rencontre, un rendez-vous du donner et de recevoir. Peux-tu dire concrètement, sur un exemple, qu'est-ce que tu changes, peut-être dans ta parole ou même dans tes gestes, quand tu n'as pas le répondant ici en France que tu aurais chez toi? Alors, quand tu n'as pas le répondant ici, ce que tu changes, tu changes peut-être le ton de la parole, tu changes peut-être ta façon de t'exprimer, parce que très souvent, moi j'ai tendance à aller aussi vers le public. Alors, quand il y a le répondant, quand il n'y en a pas, quand il n'y a pas de répondant, quand il y a de répondant, je veux dire, je suis là à ma place et le public fait ce qu'il a à faire. Ici, quand il n'y a pas de répondant, justement, ce qui change, c'est à partir de mon corps, à partir du regard, j'ai tendance à aller vers vous, comme pour vous dire, écoutez, je voudrais que vous soyez avec moi. Voilà un peu ce qui change. Je viens vers vous et je peux même m'approcher vraiment du public et cibler peut-être un spectateur et à partir de lui, essayer d'amener tout le reste du public vers moi. Et donc voilà un peu la démarche. Et quelquefois chez moi, c'est quand il y a une chanson et dont le sens est compris aussi par mon public, le public de mon pays. Ici, quand cette chanson-là, je la mets cette chanson et je sais qu'attention, je chante dans ma langue, ils ne peuvent plus. Alors, je ne fais pas une traduction, moi je n'aime pas déjà traduire mes chansons, mais pour les besoins, pour la nécessité, pour que ce public-là soit avec moi, parce qu'il faut que ce que tu dis ait un sens. Alors, pour cela, je dis, je ne traduis pas, mais je ne sais pas comment le dire, mais je dis quelques phrases, voilà, de cette chanson, pour essayer de toucher ce public-là. Je me dis, mais quand ce public-là saura ce que cette chanson veut dire, mais forcément, il me regardera autrement. Et voilà un peu la démarche que j'ai. Adodo, 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 novia dodo, bleu mio bleulo, bamede manya chomo. Adodo, 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 novia dodo, bleu mio bleulo, bamede manya chomo. Comment s'est fait ton apprentissage de conteur? Alors, il faut dire que le royaume de mon enfance a été baigné de contes. Je suis né dans une grande maison et mon père, quand il est allé à la retraite, il était fonctionnaire de l'État, et quand il est allé à la retraite, il était devenu chef de communauté. Et donc, toute la communauté Peul, Mossi, Gourma et Tem, qui du nord du Togo vient à Lomé pour X raisons, passe par chez nous.
Et donc ils séjournent pendant le temps qu'ils veulent pour leurs achats, il y en a qui sont venus chercher de l'emploi parce que c'est l'Exode, c'est la grande ville. Et donc tous les soirs, dans ma maison, et dans la maison de mon père, c'est des contes. Mon père lui-même étant un conteur, je veux dire il connaissait beaucoup de contes, il aimait nous dire les contes, ma mère également. Et mon père est polygame, donc la coépouse de ma mère, donc, que nous appelons chez nous la petite mère. Et tout ce monde-là aimait déjà les contes et tous les soirs, il nous disait des contes. Tous ces étrangers, entre griffes, ces gens qui viennent, qui partent, qui vont, tous aussi nous racontent des histoires, ils se racontent aussi des histoires. Et donc, moi, j'ai été baigné dans cet univers-là. J'ai été nourri par ces contes-là depuis l'enfance déjà. Et déjà une anecdote, puisque chez nous, tu ne peux pas appeler le nom d'un aîné comme ça, tu n'as pas le droit, tu peux l'appeler Yaya ou Fofo, qui veut dire grand frère et tout, tu ne peux pas l'appeler par son nom, genre Pascal, voilà. Et donc nous avons trouvé un moyen et à chaque fois, c'est par rapport au conte que tu nous as raconté. Et donc, un des personnages de ton conte, mais ça devient ton nom. Un des personnages. Et c'est beaucoup plus acceptable que de l'appeler par son nom Youssif ou Abdraman ou Kodjo. Et donc, tu l'appelles par exemple Caïman ou Araignée Bossu. Et voilà comment nous avons surnommé tous ceux-là qui nous racontaient des histoires, qui étaient des aînés. Et entre nous, enfants, adolescents, on savait de qui il s'agissait. Dès qu'on dit araignée bossu ou caïman ou crocodile, on sait de qui on parle. Voilà comment moi j'ai été nourri. Alors ensuite, par après, j'ai écouté des conteurs, j'ai regardé des conteurs. Il y a un groupe de conteurs qui s'appelait Zitik. Ce groupe n'existe plus, alors il existe sous une autre forme maintenant. Zitik qui a été créé par et qui a été créé par un aîné qui s'appelle Beno Sanvi Alouassio, qui a été médaillé d'or au jeu de la francophonie entre 90 et 94. Il était du théâtre, il faisait du théâtre et un jour quand je lui ai posé la question à lui aussi comment il est venu au conte, il m'a dit qu'il se posait des questions et il était amené à se dire mais si je fais du théâtre à partir du conte, à partir de ce que je connais le plus. Et donc c'est comme ça qu'il a créé un groupe qui s'appelait Zitik et qui a fait une tournée, qui a tourné en Afrique. Et moi, quand j'ai regardé ces gens-là compter, je me dis, mais waouh, mais comment est-ce qu'on peut compter avec autant d'énergie, avec autant de passion? Et il faut dire que c'est ces gens-là aussi qui m'ont donné la passion et l'amour du conte pour que je vienne dans le conte professionnel. Les contes, tu les as réappris avec ce groupe ou tu les savais déjà tellement bien que tu n'avais pas besoin de les apprendre? Ah mais forcément on a besoin d'apprendre, enfin moi j'avais besoin encore d'apprendre. J'avais besoin d'apprendre les techniques, j'avais besoin d'apprendre comment m'adresser à une autre personne qui n'est pas de ma culture, comment m'adresser à une autre personne qui n'est pas de mon ethnie. Et donc forcément c'est différent. Dans le cercle familial, peut-être qu'on n'a pas besoin d'apprendre tant que ça. On écoute le conte, on le digère et on le dit dans sa langue, dans son cercle familial. Mais forcément pour aller vers l'autre, pour aller vers celui qui n'est pas de sa culture, celui qui n'est pas de son ethnie. Il faut dire qu'au Togo déjà nous avons à peu près une cinquantaine d'ethnies. Voilà, déjà, et donc même à partir de mon pays. Et ethnie avec des langues différentes? Avec des langues différentes. Des langues qui n'ont rien à voir avec l'autre, les unes des autres. Voilà, donc déjà, à partir de mon pays, j'ai besoin d'apprendre des techniques, j'ai besoin d'apprendre comment approcher une autre culture, un autre qui n'est pas de mon pays, de mon village. Donc, j'avais besoin, oui, d'apprendre. Et donc, j'ai appris en regardant d'abord ce groupe-là et d'autres conteurs encore. Et j'ai appris aussi en allant vers eux. Parce qu'à un moment donné, je m'étais approché du leader de ce groupe-là, Beno Sanvi. Je me rappelle que je lui avais dit, je vais aussi embrasser cette carrière. Et il a ri, il a dit, non, l'embrasse pas tout seul parce qu'il est trop grand comme un baobab. Tu ne peux pas l'embrasser tout seul.
on va t'aider à l'embrasser. Et donc, par après, j'ai fait des formations. J'ai fait des formations, je suis allé à Ouaga, je suis allé au Mali, et même d'autres formateurs qui viennent au Togo. J'ai suivi des formations avec Jihad, avec Mimi Barthélémy. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait l'apprentissage. J'ai réappris à dire le conte afin de pouvoir m'adresser à tout le monde. Et alors? C'est pongolo pongolo pop, pongolo pongolo pop, pongolo madana mazara, pongolo madana mazara. To ekwan mano, pongolo madana mazara. Fo ekwan mano, pongolo madana mazara. Non ekwan mano, pongolo madana mazara. C'est pongolo pongolo pop, pongolo madana mazara, pongolo pongolo madana mazara, pongolo pongolo madana mazara. Fo ekwan mano, pongolo madana mazara. To ekwan mano, pongolo madana mazara. Non, ekwan mano, pongolo madana mazara. Guni ekwan mano, madana mazara. Pongolo 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 madana mazara, pongolo. Quand tu racontes à ta famille, depuis que tu as appris, ils te disent tu as changé? Oui. Et qu'ils te disent quoi? Alors, forcément, ils te disent tu as changé. Par exemple, s'il y a une chanson quelque part ou s'il y a succession de chansons, alors que moi, dans ma technique, maintenant, je me dis, mais ce n'est pas nécessaire ici de chanter, ce n'est pas nécessaire de répéter voilà, telle ou telle chose. Et bien, tout de suite, on te dit, non, 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 c'est pas comme ça. Voilà, on te dit, non, 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 c'est pas comme ça. On pense que tu as oublié ou tu omets des choses. Donc, on te rappelle, alors, on te dit, non, 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 ici, c'est plutôt comme ça. Et même pas dans le cercle familial, même en spectacle, comme j'ai dit, les gens connaissent les contes, eh bien, tu es en train de raconter ton histoire. Eh bien, dès que tu dépasses un moment de l'histoire où toi, tu juges pas nécessaire, où il faut aller à l'essentiel, eh bien, le public peut te ramener à ce que tu as déjà laissé. Ah non, non, c'est pas comme ça. Non, la fille a plutôt dit à sa grand-mère, et toi tu dis oui, c'est vrai, la fille, elle a dit ça à sa grand-mère, et tu essaies de revenir un peu et de satisfaire avant de remonter encore dans ton histoire. Et je disais d'ailleurs à la conférence avant-hier que les contes, déjà, tellement les gens connaissent, même à un niveau à un moment de ton histoire, chez le peuple évé du Togo, là où je suis né, un des publics, un peu, comment dire, dans le public, ou du public, quelqu'un peut lever la main et dire, point épée, ça veut dire, j'étais témoin. Et quand il dit, j'étais témoin, c'est qu'il vient t'appuyer dans ce que tu dis, et aussi c'est qu'il te demande un peu la permission de le laisser dire cette partie-là, ou de le laisser dire cette chanson qui accompagne ce conte-là. Et si le public connaît la chanson, eh bien c'est tout le public qui répond à la chanson. Donc c'est toujours différent, oui. Et quand je raconte avec les nouvelles techniques dans mon pays, dans ma famille, c'est toujours différent. Et oui, on te dit, ah non, non, à tel niveau, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé exactement. Ou alors, mais tu as oublié de dire ceci. Eh bien, tu reviens un peu en arrière pour satisfaire les oreilles de celui-là. Et il y en a qui te disputent? Pardon? Il y en a qui te disputent? Oui, il y en a qui te disent, mais non, 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 c'est pas comme ça, c'est non. Mais... Alors, si tu arrives à quand même bien transmettre le message du conte, même en oubliant ou en ne mettant pas tout ce que toi tu penses être du domaine du superflu, eh bien, si tu arrives à transmettre, parce que de toute façon, c'est des successions d'informations. Et donc, si ça ne dénature pas le conte, ça peut encore passer. Et oui, il y en a qui te disputent, ils te disent non, mais non, ici tu devrais forcément mettre ça, c'est important pour moi. Voilà, quelqu'un qui te dit c'est important pour lui, peut-être que ça lui rappelle quelque chose de son enfance, ce passage-là évoque en lui quelque chose, et donc toi tu n'es pas là pour lui enlever cela. Donc si toi, tu ne le sais pas, tu n'es pas dans son cœur. Dans ton histoire, si tu lui enlèves cette partie et qu'il te ramène à cela, mais tu as pour devoir de le satisfaire, de ne pas lutter contre cette tendance-là, cette façon de te ramener. Et ça veut dire aussi qu'il t'écoute.
Donc tu n'es jamais sûr de comment tu vas dire ton histoire, puisqu'elle peut être obligée de changer en fonction des réactions. Oui, voilà. Toi, tu as déjà une piste, tu as déjà ton histoire dans ta tête, tu as le cheminement, tu as les images. Oui. Mais tu n'es jamais sûr que c'est ce chemin-là qu'il prendra du début jusqu'à la fin. Tu commences ton histoire et tu t'attends à tout. Tu t'attends à tout. Mais c'est toujours des moments merveilleux, c'est toujours des moments de joie, des moments... voilà. Ça te permet aussi, quelquefois, de découvrir ce que tu ne sais pas forcément. Parce que, vous voyez, les versions, il y a tellement de versions, 1000 versions d'un seul conte. Et donc tu racontes une histoire, et dès que l'autre dit « Ah non, ça ne s'est pas passé exactement comme ça », peut-être que toi tu ne le savais pas, tu n'as pas cette version, eh bien ça te permet de découvrir cette version aussi. En tout cas, c'est toujours des moments conviviaux, d'échange, et ça fait plaisir. Et est-ce que tu apprends des contes à partir de textes écrits? Oui, il m'arrive maintenant, oui, de piocher dans un livre un conte qui me plaît. Il suffit seulement que je lise un livre de contes et que, ah, attention, ce conte-là me plaît. Alors, je ne sais pas pourquoi il me plaît, mais généralement, oui, quand un conte me plaît, je dis, ben, je vais dire ce conte-là. Mais alors, quand je le prends, normal, forcément, je me l'approprie avec mon univers, parce que le conteur, il est toujours nourri de son univers identitaire. Donc, je me nourris je nourris ce conte-là de mon univers, et aussi je fais attention à la compréhension d'abord du public de chez moi, parce que je pars toujours de chez moi avant d'aller vers l'autre. Donc, je fais toujours attention. Est-ce que si je dis ça de cette manière-là, le public de chez moi comprendra? Non, il ne comprendra pas, parce que moi-même, si je me mets à la place de mon public, je ne comprendrai pas. Et donc, j'essaie toujours de l'adapter. Quand par exemple, c'est des fruits, quand c'est des grenades ou des abricots dans le texte, eh bien, moi, je vois, mais avec quel fruit je peux... voilà, ça peut être le baobab, ça peut être... Voilà. Et oui, mais oui, je pioche souvent dans les livres. Et dans les livres, alors de quelle culture? De quelque culture que ce soit. D'accord. Des contes tziganes, des contes du Canada, des contes des Apaches, des contes français, des contes bretons, oui. Je dis souvent que je suis conteur togolais, mais je ne fais pas du conte togolais forcément. Je ne fais pas que du conte togolais. Voilà, je suis conteur, cet univers me plaît, m'intéresse. Et d'ailleurs, qui connaît la provenance des contes, il y a tellement de contes que quand tu écoutes ces contes-là, tu te dis non. Mais ce conte-là, par exemple, dans un conte africain qui est censé dater de très longtemps, quand tu écoutes ce conte et qu'on te parle de chemises, de pantalons, de chaussures bien cirées, et tu te dis, ben, alors c'est à quelle époque? Ce conte-là date de quelle époque? Alors, ce qui me permet de dire que les contes ont tellement voyagé que moi, je ne fais pas forcément je ne dissocie plus vraiment des contes. Voilà, je le prends et quand il me parle, quand il m'interpelle, quand il me choisit, eh bien, je l'accepte et je l'adapte avec mon univers. Et voilà. Donc oui, je raconte des contes d'ici et d'ailleurs, de partout. Obamuya mutu termani, ya barmana gado termani, tasallada kaji termani, nikoda do kimbaba termani, na debo kiyawa termani, kaji tasalla tutone termani, na nemo bulala termani, na bugadi wan tasalla termani. Est-ce que tu fais un travail spécial pour avoir des images dans ta tête, ou est-ce qu'elles sont naturelles? Alors, il y a des images qui viennent naturellement. Mais oui, il y a un travail aussi spécial que l'on fait pour avoir des images dans sa tête. Quand on a un conte qui raconte le désert, hein, et on n'est pas forcément... Moi, je suis né sur la côte. Et donc, je ne connais pas forcément le désert et sa profondeur, le silence du désert, la peur qu'on peut avoir dans le désert et aussi la joie qu'on peut avoir dans le désert. Donc oui, je voyage dans mon imaginaire, je me crée ce désert-là à partir du désert, d'un désert existant. Je me crée mon désert et
je me fais peur quelquefois. Je me dis, alors dans le désert, est-ce qu'on peut avoir peur? Alors on a peur de quoi dans le désert, par exemple? Et donc je joue à me faire peur. Voilà, je joue à me faire peur. Je me dis, ben voilà, je me voilà perdu dans le désert. Et partout, je crie et personne ne répond à mon cri. Je cours, je vais dans tous les sens. Et donc, quelquefois, mon ombre peut me faire peur. Et donc, je joue à me faire peur. Et aussi, quelquefois, je joue à me faire plaisir. Je dis, mais voilà, dans ce désert-là, dans l'immense étendue de ce désert où il n'y a rien à perte de vue, et je savoure cet instant-là. Je me dis, c'est comme si ce désert-là va me prendre et va voyager avec moi. Et voilà, donc cette technique, c'est voilà ma technique pour voyager dans le monde, pour me faire des images, des contes que je prépare ou que je me prépare à dire. Donc voilà, les images ne sont pas tout à fait naturelles. Ou alors je vais à la plage et si je veux avoir l'image si je veux parler de l'immigration, de ceux-là qui partent sur la mer, qui voyagent au risque de leur vie, eh bien je vais à la plage et je regarde l'étendue de l'océan, ou alors je regarde la vie des pêcheurs. Comment est-ce qu'ils vont en mer, la joie qu'ils ont avant de monter dans leur bac, les chansons qu'ils font, parce qu'il y a des chansons spécifiques à la pêche, pour se donner du courage, pour se donner voilà, l'envie d'aller sur la mer. Donc j'observe, voilà, j'observe beaucoup aussi, même les animaux, comment est-ce que ça se passe, est-ce que les animaux vont comme ça, est-ce qu'ils ont aussi pour souci d'avoir un chef. Est-ce que oui, j'ai découvert que même les bœufs, il y a toujours un zébu qui lui montre le passage, il est toujours devant, et c'est lui qui conduit les autres. À chaque fois quand on observe les animaux aussi, on se crée un univers, voilà comment est-ce que ça peut se faire. Il y a un conte que je raconte, le conte de la belle Djemila, qui a fait un choix, le choix de rester célibataire, le choix de ne pas se marier. Et j'ai longtemps raconté ce conte-là sans savoir exactement où je vais, ou sans savoir exactement ce que ce conte-là dit en fait. Mais quand j'ai commencé par observer les choses, j'ai finalement découvert, peut-être que ça ne racontera pas la même chose aux yeux de l'autre. Mais moi, j'ai finalement découvert que ce conte-là fait plutôt l'apologie de la liberté. Et ce conte-là parle plutôt de la liberté du choix, de la liberté de choisir ce qu'on veut dans ce monde-là. Et parce que finalement, la belle Djemila a promis à quelqu'un, a promis à un homme, elle lui a dit, le jour où tu verras la moindre partie de mon corps, ce jour-là, je serai ta femme. Eh bien, c'est sûr qu'en lui disant cela, elle a pensé que c'est du domaine de l'impossible. Parce que l'homme a été tellement généreux, il a été tellement vrai et franc avec elle, alors qu'en même temps, elle veut garder sa liberté, et elle se dit aussi, mais il ne faut pas décevoir celui-là qui a été vrai avec moi, franc. Et donc, elle est en déséquilibre. Donc, elle se dit, je vais lui dire cela, parce qu'elle a changé sa façon de s'habiller, elle se couvre le corps entièrement. Donc elle a dit à cet homme-là, le jour où tu verras la moindre partie de mon corps, ce jour-là, je serai ta femme. Eh bien, puisque l'homme, il tient à cette femme-là, il a relevé le défi. Il a pu découvrir cette femme-là dans toute sa splendeur. Parce que c'est au bord de la rivière, elle est allée se baigner, et donc forcément, elle a enlevé tous ses vêtements, et quand elle est sortie de l'eau, il a dit, ben alors, belle Djemila, tu vois, j'ai eu le loisir de t'observer et de voir tout ton corps, ou presque tout ton corps. Et donc, si tu acceptes ma victoire, habille-toi et viens avec moi sur mon cheval. Alors là, elle a été effondrée, déçue. Et bien, puisqu'elle tient à cette liberté-là, elle a demandé pardon à l'homme. Elle a plaqué ses vêtements sous son bas-ventre et elle est retournée dans l'eau. Elle a suivi l'eau et elle est partie. Alors c'est un conte peul qui parle un peu
des origines des choses, et parce que les peuls, alors il y a un poisson, le lamantin, les peuls n'en mangent pas justement. Et donc, dans la tradition peul, on pense que justement, c'est cette femme-là qui s'est transformée en lamantin et qui est partie gardant sa liberté. Et donc, longtemps avant, je racontais cette histoire-là. Et moi, c'est les images qui m'ont intéressé. Cette femme qui devient femme, qui devient lamantin. Cet homme aussi qui devient aigle pêcheur. Parce que finalement, l'homme, il a été aussi déçu. Et au lieu de rester dans sa forme humaine, dans sa forme d'homme, eh bien, il s'est transformé en aigle pêcheur. Et on dit que c'est lui qui survole les eaux à la recherche de sa bien-aimée. Et donc voilà, au début je disais ce conte-là parce que voilà, c'est l'image de l'aigle pêcheur qui m'a intéressé, c'est l'image de cette femme-là qui replonge dans l'eau, qui m'a fasciné. Et bien après, j'ai découvert d'autres choses à travers ce conte-là. Watata salla tafito tasalla waya bukeki tarmani tarmani ya bugeni tarmani ankai sakaine tarmani kaje galimbala banza tarmani ko barabara mutu karanga upamuya mutu tarmani ya barmana gado tarmani upamuya mutu tarmani ya barmana gado tarmani. Comment tu te définirais si tu devais associer au mot conteur un autre mot ou un adjectif, tu dirais quoi? Tu es un conteur? Alors je suis un conteur, peut-être un conteur forgeron. Parce que pour moi, le conteur, il est semblable à un forgeron. Et lui, il donne forme et vie à des émotions et à des univers. Et il voyage dans son univers, il fait voyager son public dans son univers, tout en lui permettant, tout en lui donnant des pistes sur lesquelles il peut partir. C'est-à-dire que le public peut partir sur une autre piste, tout en cheminant avec le conteur. Est-ce qu'il arrive que tu proposes de conter et que des gens te disent « Ah, mais ça y est, c'est fini, on raconte plus, c'est trop vieux, j'en ai marre ». Non, non, je ne pense pas. Même si c'est des contes qu'ils savent ou alors non. Non, les contes sont toujours bien accueillis. Les contes sont toujours bien accueillis. Dès que tu dis c'est les contes, il y a un engouement fou autour des moments contés. Oui, à chaque fois que c'est des moments contés, eh bien, il y a un public qui afflue, il y a un engouement formidable autour du conte. Chaque fois. Jamais eu de moment où non, ben, les contes, non, c'est déjà fini. Je me rappelle que j'avais proposé à un député de venir compter chez lui, de venir compter à l'Assemblée nationale. Et il m'a dit non, mais à l'Assemblée nationale, non, mais les comptes là, tu vois, on n'a pas. Mais attends, le compte, je l'ai persuadé, j'ai dit, bon, il m'a dit d'accord, ben, ce qu'on va faire, on va compter dans un petit cercle d'abord et je vais voir et tout. Et parce qu'il disait non, mais les contes, ce qu'on a écouté dans la famille, là, ce qu'on écoutait quand on était enfant, j'ai dit oui, c'est ce que vous avez écouté quand vous étiez enfant. Mais c'est toujours un moment très agréable, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Et le jour où on a été compté chez celui-là, avec tout ce monde des conteurs et tout, il a redécouvert le conte et il me dit, mais tiens, je ne savais pas que le conte pouvait être aussi un moment très fort. Et donc le conte a été toujours un moment convivial et non, le conte, personne n'arrête le conte.